Après avoir demandé le divorce, ma femme a dit « Je garderai la maison, les voitures, l'entreprise, tout, sauf les enfants ». Mon avocat m'a supplié de me battre. J'ai répondu « Laisse-lui tout ». Lors de l'audience finale, j'ai signé calmement. Elle a souri de victoire, jusqu'à ce que son avocate lise la dernière ligne, et pâlisse soudainement. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires, de quelle ville vous nous regardez. Quand j'ai demandé le divorce, Sandra m'a regardé avec ses yeux froids, que je connaissais déjà trop bien, et a dit quelque chose, qui m'a glacé le sang. Je vais garder la maison, les voitures, l'entreprise, absolument tout. Tout, sauf les enfants. Éliseo, tu peux les garder. Elle l'a dit exactement comme ça, comme quelqu'un qui commande un café, sans hésiter, sans scier, comme si nos 2 enfants n'étaient que de vieux meubles, qui ne s'accordaient plus avec sa nouvelle vie. Marcelo, mon avocat, s'est presque levé de sa chaise, lorsqu'il a entendu cela. Il m'a supplié de me battre, disant que je ne pouvais pas tout lui céder, comme ça. C'était un véritable suicide financier. Éliseo, tu as bâti cette entreprise de zéro. C'est toute ta vie, m'a-t-il dit, désespérément. Mais j'ai simplement pris une grande inspiration, et j'ai prononcé 5 mots, qui ont plongé tout le monde dans le silence, laisse-la tout garder. Marcelo m'a regardé, comme si j'étais devenu fou. Les personnes présentes dans cette salle de médiation, ont pensé exactement la même chose. Sandra a souri. Ce sourire de triomphe, qu'elle arborait, lorsqu'elle pensait avoir gagné quelque chose. Son avocate, Angelica, une femme dans la cinquantaine, avec une réputation de requin, a échangé un regard de satisfaction avec elle. Elles étaient venues préparer, pour une bataille juridique de plusieurs mois, peut-être même des années, et je venais de me rendre, dès le premier round. Mais personne dans cette pièce, ne savait ce que je savais. Personne n'avait vu ce que j'avais découvert, 3 semaines plus tôt, caché dans le double fond du bureau en acajou, qui avait appartenu à mon père. Au cours des semaines suivantes, pendant qu'Angelica préparait les documents de divorce, les plus inégaux qu'elle ait probablement rédigés de toute sa carrière, Marcelo m'appelait tous les 2 jours. Il est encore temps de reconsidérer la chose, Éliseo. Cela n'a aucun sens. Je lui répondais seulement de me faire confiance, et que tout irait bien. Il hochait la tête, convaincu que la douleur du divorce avait complètement troublé mon jugement. La vérité, c'est que Sandra avait toujours été comme ça, bien avant que tout ne s'effondre. Quand nous nous sommes rencontrés, j'avais 26 ans, et je travaillais 16 heures par jour, pour bâtir ma petite entreprise de distribution de matériaux de construction. Elle avait 24 ans, et travaillait comme réceptionniste, dans un hôtel de luxe. Elle était magnifique, sûre d'elle, et j'étais complètement aveuglé. Les premières années ont été belles, je ne vais pas mentir. Mais au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, quelque chose en Sandra a changé. Ou peut-être qu'elle avait toujours été ainsi, et que je ne voulais simplement pas le voir. Cela a commencé par de petites choses. Elle se plaignait que la maison n'était pas assez grande, même si nous avions 3 chambres, et que nous n'étions que 3, à la naissance de notre premier fils. Elle disait que mes amis étaient des gens sans ambition, et a cessé de les inviter à la maison. Petit à petit, elle a coupé tous les liens que j'avais avec mon ancienne vie. Quand l'entreprise a commencé à générer de vrais profits, Sandra a arrêté de travailler. Une femme dans ma position ne devrait pas être employée, disait-elle. Et moi, comme un idiot, j'ai hoché la tête. Je voulais tout lui donner. Je voulais qu'elle se sente fière de ce que nous construisions ensemble. Même si, en réalité, celui qui construisait, c'était moi, tandis qu'elle ne faisait que dépenser, pour la 2e voiture, les vacances en Europe, la plus grande maison du quartier résidentiel, les bijoux, et les vêtements de créateurs. Chaque fois que je suggérais d'économiser un peu, elle me regardait avec mépris. Pourquoi travailles-tu autant, Éliseo? Pour vivre comme un pauvre? Nos enfants ont grandi en voyant cela. En voyant comment leur mère traitait leur père, comme un simple distributeur de billets ambulants. Damien, mon fils aîné, m'a dit un jour, quand il avait 12 ans, « Papa, pourquoi maman te parle-t-elle toujours comme ça ?» Je n'ai pas su quoi lui répondre. Le point de rupture est arrivé, il y a 6 mois. J'avais conclu un énorme contrat, avec une chaîne de quincaillerie, ce qui signifiait l'expansion de l'entreprise, dans 3 autres États. Je suis rentré à la maison, tout excité, avec une bouteille de vin coûteuse. Je voulais fêter ça.
Sandra était dans le salon, en train de regarder son téléphone. Je lui ai parlé du contrat. Elle n'a même pas levé les yeux. C'est super, Éliseo. Ça veut dire qu'on va enfin pouvoir refaire la cuisine, n'est-ce pas? Cette nuit-là, je suis resté éveillé jusqu'à 4 heures du matin, à fixer le plafond, me demandant à quel moment j'avais perdu ma dignité, et à quel moment j'avais accepté, que ma seule valeur dans cette relation, se résumait à l'argent que je pouvais générer. Le lendemain matin, je suis allé voir Marcelo. Je veux divorcer, lui ai-je dit. Il m'a demandé si j'étais sûr, s'il y avait une autre femme, ou si je voulais essayer la thérapie de couple. Il n'y a pas d'autre femme, Marcelo. Je veux juste récupérer ma vie. La réaction de Sandra fut exactement celle que j'attendais. Il n'y a pas eu de larmes. Il n'y a pas eu de supplication. Juste ce regard calculateur, que je connaissais si bien. Très bien, Éliseo, mais si tu veux le divorce, je vais m'assurer que ça en vaille la peine. 2 jours plus tard, j'ai reçu la première lettre d'Angelica. Ce n'était pas une proposition. C'était une véritable liste d'exigences. La maison, évaluée à 450 000 €. La Mercedes-Benz et la BMW, l'entreprise entière évaluée, selon ses calculs, à 4 millions €, les comptes d'épargne, les investissements, absolument tout. En échange, elle renonçait à la garde des enfants, et à la pension alimentaire. C'est généreux, disait la lettre. Généreux, comme si le fait de ne pas garder ses propres enfants, était une faveur qu'elle me faisait. Marcelo a lu le document, la mâchoire serrée. C'est absurde, Éliseo. Aucun juge n'approuvera cela. Nous pouvons nous battre, et elle le sait. Pourquoi diable accepte-t-elle de renoncer à la pension alimentaire? Il y a quelque chose qui cloche. Je savais exactement pourquoi. Sandra avait rencontré quelqu'un, un homme d'affaires dans l'immobilier, nommé Bernardo, de 16 ans son aîné, un veuf sans enfant, et possédant plus d'argent que je n'en gagnerais en 3 vies. Je l'avais vu sur son Instagram, même si elle pensait que je ne vérifiais jamais ce genre de choses. Des photos dans des restaurants chics, des voyages à Canquin, elle portant des robes que je ne lui avais jamais vues. Sandra avait déjà sa prochaine victime en ligne de mire. Elle avait juste besoin de liquider ce chapitre de sa vie, le plus rapidement possible. Et elle pensait qu'en me prenant tout, elle pourrait commencer sa nouvelle vie, en tant que femme riche et accomplie, une vraie femme d'affaires, propriétaire d'une entreprise de 4 millions €. Mais ce que Sandra ignorait, ce que personne ne savait à part moi, c'était ce que j'avais découvert, cette fameuse nuit, il y a 3 semaines. C'était un mardi. Les enfants dormaient, et Sandra était sortie avec ses amis. Ou du moins, c'est ce qu'elle disait. Elle était probablement avec Bernardo. J'étais resté à la maison pour revoir de vieux papiers de l'entreprise, essayant d'organiser les documents, pour l'inévitable procédure de divorce. C'est alors que j'ai décidé de nettoyer l'ancien bureau de mon père, ce meuble en acajou massif, qu'il m'avait laissé à sa mort, il y a 7 ans. Je l'avais toujours gardé dans mon bureau, plus par sentimentalisme, que pour son utilité réelle. En tirant les tiroirs, pour les nettoyer en profondeur, l'un d'eux s'est coincé. J'ai tiré plus fort, et le tiroir est sorti complètement, tombant sur le sol avec un bruit sourd. Et c'est là que je l'ai vu. Le double fond. Un petit renfoncement dans le bois, qui révélait un compartiment secret, que je n'avais jamais remarqué, durant toutes ces années. À l'intérieur, il y avait une épaisse enveloppe en papier manille, scellée avec du ruban adhésif, jauni par le temps. Mon cœur a commencé à battre plus fort, quand je l'ai ouverte. Des documents. Des dizaines de documents. Des contrats que j'avais signés il y a des années, et dont, honnêtement, je ne me souvenais même plus. Des prêts que j'avais demandés, lorsque l'entreprise était en pleine expansion. Des garanties personnelles que j'avais données, en utilisant des actifs comme caution, des accords avec des fournisseurs, qui incluaient des clauses de pénalité brutale, en cas de rupture de contrat. Et le pire de tout, des avis de l'administration fiscale, concernant des audits en attente, remontant à 4 ans. Il m'a fallu toute la nuit, pour lire chaque document. Chaque page était pire que la précédente. Mon père avait conservé tout cela, probablement en essayant de me protéger, pour m'aider à organiser le chaos financier, dans lequel l'entreprise s'était plongée, pendant ces années de croissance accélérée. Mais il est mort, avant de pouvoir me dire où cette bombe à retardement était cachée. Quand j'ai fini de lire, l'aube pointait déjà, et j'ai compris une chose,
avec une clarté absolue. Mon entreprise ne valait pas 4 millions d'euros. Mon entreprise était un piège mortel, fait de dettes cachées, d'obligations contractuelles impossibles à tenir, et de passifs fiscaux, qui dépassaient de loin n'importe quel actif réel. Il y avait des prêts auprès de 3 banques différentes, totalisant à 500 000 euros, tous garantis avec la maison, et les véhicules comme caution. Il y avait des contrats avec des fournisseurs chinois, exigeant des achats mensuels minimum de 300 000 euros, sous peine de faire face à des pénalités de 500 000 euros, en cas de non-respect. Et, de manière encore plus dévastatrice, le service des impôts avait identifié des irrégularités dans les déclarations des 4 dernières années. Selon le document, cela pourrait entraîner une dette ajustée de 800 000 euros, sans compter les amendes et les intérêts. L'entreprise que Sandra convoitait tant n'était pas un prix. C'était une guillotine, prête à s'abattre. Et quiconque signerait comme propriétaire unique, hériterait de chaque centime de cette dette, de chaque obligation, et de chaque responsabilité légale et fiscale. Je me suis assis à ce bureau, alors que le soleil se levait, et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire de joie. C'était le sourire d'un homme, qui venait de comprendre comment fonctionne réellement la justice. Sandra voulait tout, et j'allais lui donner très exactement cela, absolument tout. Les jours suivants ont été étrangement calmes. J'ai rangé les documents dans un coffre-fort, que j'avais loué dans une banque, loin de chez moi. Je n'ai encore rien dit à Marcelo. J'avais besoin que sa réaction soit authentique, lorsque Sandra présenterait ses exigences. J'avais besoin que tout le monde croie, que j'étais vraiment devenu fou, ou que j'étais tellement brisé émotionnellement, que j'avais perdu la force de me battre. Sandra, de son côté, est devenue presque gentille avec moi. C'est la partie qui m'a le plus blessé, pour être honnête, de voir avec quelle facilité elle pouvait feindre la gentillesse, alors qu'elle était sur le point d'obtenir ce qu'elle voulait. Elle me préparait le café le matin, me demandait comment j'avais dormi, et m'a même embrassé sur la joue, un après-midi. Je sais que c'est dur pour nous deux, Eliseo, mais je suis sûr qu'à la fin, tout s'arrangera pour le mieux. Bien sûr, ça s'arrangerait pour le mieux, mais certainement pas pour elle. Le jour de la deuxième médiation est arrivé. Marcelo avait préparé une contre-proposition ridicule, juste pour respecter le protocole. Il proposait de diviser les actifs à parts égales, et de donner à Sandra une pension alimentaire mensuelle de 3 000 euros, pendant 5 ans. Essayons au moins cela, m'a-t-il dit ce matin-là. Nous ne pouvons pas simplement donner toute ta vie, comme ça. Sandra et Angelica sont arrivés avec 15 minutes de retard, exhalant un parfum coûteux, et affichant cette confiance, que seule la certitude de gagner, peut vous donner. Angelica n'a même pas regardé la contre-proposition de Marcelo. Elle a poussé un nouveau document, vers le centre de la table. Ma cliente a été plus que raisonnable, a-t-elle déclaré d'une voix ferme. Elle renonce à des droits, qui lui appartiennent légalement. La pension alimentaire, par exemple. N'importe quel juge, lui accorderait au moins 5 000 euros par mois, compte tenu du style de vie qu'elle a mené, pendant le mariage. Marcelo a commencé à protester, mais j'ai levé la main. C'est d'accord, ai-je dit. Les 3 personnes présentes dans cette pièce m'ont regardé comme si je venais d'affirmer que la terre était plate. J'accepte les conditions. Elle garde la maison, les voitures, l'entreprise. Je garderai les enfants, et je recommencerai de zéro. Angelica a cligné des yeux 2 fois, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Sandra a serré les lèvres, pour s'empêcher de sourire, mais j'ai vu la lueur de la victoire briller dans ses yeux. Marcelo est devenu pâle. Eliseo, nous devons parler en privé, tout de suite. Je me suis levé, et je suis sorti dans le couloir avec lui. Il a fermé la porte, et m'a attrapé par le bras. Qu'est-ce que tu fabriques, bon sang? Cette entreprise t'a coûté 20 ans de ta vie. Tu l'as construite de rien. Tu ne peux pas simplement la donner, parce que tu es déprimé, en colère, ou peu importe ce qui se passe dans ta tête. Je l'ai regardé dans les yeux. Marcelo était mon avocat depuis 10 ans. C'était un homme de bien, honnête, loyal. Il méritait de savoir quelque chose, même si ce n'était pas tout. Fais-moi confiance, Marcelo, je sais ce que je fais. Assure-toi simplement que le document final inclut une clause très spécifique. Quelle clause? M'a demandé Marcelo, les yeux plissés, essayant de comprendre ce qui me passait par la tête. J'ai sorti mon téléphone, et je lui ai montré une note, que j'avais rédigée quelques jours plus tôt.
Il l'a lu en silence, bougeant les lèvres, alors qu'il assimilait chaque mot. Quand il a terminé, il a levé les yeux vers moi, avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. C'était un mélange d'horreur et d'admiration. Éliseo, c'est brutal. Es-tu absolument sûr? J'ai hoché la tête, complètement. Rédige-la exactement comme elle est écrite là. Utilise un jargon juridique dense, le genre que personne ne lit attentivement, et assure-toi qu'elle soit enterrée à la page 12 ou 13 du document, au milieu de tous les termes techniques. Marcelo a pris une profonde inspiration, et a rangé son téléphone, après avoir pris une photo de ma note. D'accord, je te fais confiance, mais si ça tourne mal, ne viens pas m'en vouloir, quand tu le regretteras. Nous sommes retournés dans la salle de médiation. Sandra m'a regardé avec ce sourire condescendant, comme si elle observait un chien vaincu, revenir la queue entre les jambes. Avez-vous fini de discuter? Parce qu'Angelica et moi, avons un rendez-vous pour déjeuner, dans une demi-heure. Marcelo s'est assis, et a ouvert son ordinateur portable. Nous allons procéder à la rédaction de l'accord final. Madame Sandra, Maître Angelica, mon client accepte de transférer tous les actifs spécifiés. La propriété située au 432 avenue Los Robles, les véhicules Mercedes-Benz classe C de 2022 et BMW X5 de 2023, ainsi que 100% des parts. Et du contrôle administratif de la distribution Éliseo et associés. Angelica a souri, satisfaite. Parfait. Rédigez le document, et nous le réviserons. Il y a une condition, a déclaré Marcelo, d'une voix neutre. Le visage d'Angelica s'est crispé. Quelle condition? Le transfert doit inclure une clause de prise en charge totale des passifs. Mon client exige d'être complètement déconnecté de toute obligation, dette, contrat ou responsabilité liée aux actifs transférés. Angelica a échangé un regard avec Sandra. C'est standard dans n'importe quel divorce. La partie qui reçoit les actifs assume les obligations qui y sont associées. Je ne vois pas le problème. Mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Un léger doute, l'instinct d'une avocate expérimentée, qui lui disait que quelque chose clochait. Y a-t-il des dettes importantes, dont nous devrions être informés, a-t-elle demandé, en me regardant droit dans les yeux. J'ai soutenu son regard, sans ciller. L'hypothèque de la maison a un solde de 110 000 euros. Les voitures ont un petit financement, environ 40 000 euros au total. L'entreprise a les dettes d'exploitation normales, de n'importe quel commerce. Rien d'inhabituel. Je ne mentais pas. Techniquement, ces dettes existaient, et correspondaient exactement à ces montants. J'ai simplement omis de mentionner les autres, les plus importantes, celles cachées dans cette enveloppe en papier manille, que mon père avait gardée, et qui reposait désormais dans son coffre-fort. Angelica a semblé se détendre. Bien, alors il n'y a pas de problème. Rédigez le document, avec la clause standard de prise en charge des passifs. Sandra s'est penchée en avant. Éliseo, j'apprécie que tu sois raisonnable. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais je crois vraiment, que nous serons tous les deux plus heureux comme ça. Toi avec les enfants, et moi avec une nouvelle étape dans ma vie. J'ai dû me mordre la langue, pour ne pas éclater de rire. Une nouvelle étape. Oh oui, elle allait avoir une nouvelle étape, mais certainement pas celle qu'elle imaginait. Les 2 semaines suivantes ont été une véritable torture, de patience. Marcelo a rédigé un document de 53 pages, le révisant 3 fois avec moi. La clause se trouvait à la page 13, habilement dissimulée, entre des définitions de termes juridiques, et des références au code civil. Elle disait mot pour mot, la partie bénéficiaire, Sandra Veronica Maldonado dos Santos, assume irrévocablement et intégralement, toute responsabilité pour les passifs présents et futurs, les dettes fiscales en cours ou à déterminer, les obligations contractuelles actives. Les garanties personnelles accordées, les engagements financiers documentés ou implicites, et toute autre charge ou servitude, réelle ou personnelle, liée directement ou indirectement aux actifs faisant l'objet de ce transfert, libérant absolument et définitivement la partie cédante de toute réclamation, poursuite, ou action en justice, découlant de ce qui précède. C'était magnifique, dense, terriblement ennuyeux, exactement le genre de paragraphe qu'un avocat survolerait, en supposant qu'il s'agit d'un langage standard. Et techniquement, ça l'était. Seulement, les conséquences de la signature étaient tout bonnement catastrophiques, pour quiconque ignorait ce que je savais.
Angélica a envoyé ses commentaires sur le document. Des changements mineurs, un mot ici, une virgule là, mais la clause est passée sans la moindre observation. Elle ne l'a même pas marqué. Elle n'a même pas posé de questions à ce sujet. Le jour de la signature est arrivé. C'était un vendredi après-midi. Le médiateur avait réservé une salle, dans son bureau. Quand je suis entré, Sandra était déjà là, habillée comme si elle se rendait à un gala. Tailleur blanc, talons rouges, maquillage impeccable. Bernardo était avec elle. Il n'avait pas été formellement invité, mais il était là, dans son costume à 5000 €, et avec sa Rolex, qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Il m'a tendu la main. Eliseo, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Sandra m'a beaucoup parlé de vous. J'ai serré sa main ferme et contrôlée. J'espère que vous prendrez bien soin d'elle, Bernardo. Elle mérite ce qu'il y a de mieux. Je l'ai dit sans ironie, sans sarcasme, avec la voix la plus sincère que j'ai pu trouver. Il a souri avec satisfaction, sans comprendre que ce que je venais de dire était absolument vrai. Sandra méritait très exactement ce qu'elle s'apprêtait à recevoir. Nous nous sommes assis autour d'une table en acajou. Le médiateur, un homme d'une 60aine d'années nommé Hernan, a commencé à lire le document à voix haute. Sandra a bâillé discrètement, à la page 3. Bernardo a vérifié son téléphone. Angélica prenait des notes sur son iPad, mais je pouvais voir son attention, aller et venir. Seul Marcelo était complètement concentré, me jetant des coups d'œil de temps en temps, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire que nous allions faire ça. Quand Hernan a atteint la page 13, il a lu la clause de prise en charge des passifs, avec le même ton monotone qu'il avait utilisé pour tout le reste. La partie bénéficiaire assume irrévocablement et intégralement toute responsabilité pour les passifs présents et futurs, les dettes fiscales en cours ou à déterminer. J'ai vu Angélica lever les yeux une seconde, fronçant légèrement les sourcils. Ses doigts se sont arrêtés au-dessus de l'iPad. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose, qu'elle allait demander une pause, et que son instinct d'avocate chevronnée allait déclencher toutes les alarmes. Mais c'est alors que Sandra a touché son bras. En reste-t-il beaucoup? Nous avons une réservation à 19 h. Angélica a regardé sa cliente, et a soupiré presque imperceptiblement. Elle est retournée à son iPad. Le moment est passé. Hernan a continué sa lecture. 40 minutes plus tard, nous avons atteint la dernière page. Si tout le monde est d'accord avec les termes qui ont été lus, nous allons procéder à la signature. Marcelo m'a regardé une dernière fois, me laissant une ultime chance de faire marche arrière. J'ai secoué subtilement la tête. Il a soupiré, et a hoché la tête. Sandra a signé la première, avec cette écriture large et élaborée, qu'elle utilisait pour tout, comme si sa signature était une véritable œuvre d'art. J'ai signé ensuite, de manière simple et rapide, mes initiales sur chaque page, et mon nom complet à la fin. Quand j'ai fini de signer la dernière page, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas du soulagement, ce n'était pas de la tristesse. C'était un calme profond, comme celui qu'on ressent, lorsqu'on lâche enfin quelque chose, qu'on porte depuis bien trop longtemps. Hernan a rassemblé les documents, et les a placés dans un dossier. L'accord sera enregistré lundi matin. À partir de ce moment, le transfert des actifs sera officiel, et juridiquement contraignant. Sandra s'est levée immédiatement, comme si elle ne pouvait pas attendre une seconde de plus, pour sortir de cette pièce. Bernardo a posé sa main sur le bas de son dos. Ce geste possessif des hommes, qui pensent avoir gagné quelque chose de précieux. Félicitations, mon amour. C'est officiel maintenant. Tu es désormais une femme d'affaires. Elle a souri, et m'a regardé pour la dernière fois. Merci d'avoir été raisonnable, Eliseo. Vraiment. Je sais que ça a été dur pour toi. Dur? Ce mot résonnait dans ma tête, alors que je les regardais partir. Ce qui était dur, c'était d'avoir passé 18 ans avec quelqu'un, qui ne m'avait jamais considéré autrement, que comme un moyen de parvenir à ses fins. Ce qui était dur, c'était de s'en être rendu compte trop tard. Mais ce que je venais de faire, n'avait pas été dur du tout. Cela avait été simplement nécessaire. Angélica a rangé ses affaires en silence. Avant de partir, elle s'est arrêtée près de moi. Monsieur Eliseo, je sais que vous me détestez probablement en ce moment, mais je veux que vous sachiez que je ne faisais que mon travail. Je l'ai regardé. Il n'y avait aucune haine en moi,
juste de l'épuisement. Je sais, maître Angelica, vous avez fait exactement ce que votre cliente vous a demandé de faire. Elle a hoché la tête, mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Ce doute, qui était apparu quand Hernan avait lu la clause, n'avait pas entièrement disparu. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir, a-t-elle demandé doucement. Marcelo est intervenu avant que je ne puisse répondre. L'accord est signé, maître. Tout ce qui devait être divulgué, l'a été. Passez une bonne après-midi. Angelica nous a regardés tous les deux, pendant un long moment, puis elle a hoché la tête, et est partie. Quand la porte s'est fermée, Marcelo a relâché tout l'air qu'il retenait. Mon Dieu, Eliseo. J'ai cru qu'elle allait comprendre. Quand elle a froncé les sourcils à la page 13, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Je me suis permis de sourire, pour la première fois depuis des semaines. Mais elle ne l'a pas fait. Sa cliente était pressée d'aller fêter ça. Marcelo a secoué la tête, partagé entre l'émerveillement et l'horreur. Et maintenant? Combien de temps penses-tu qu'il lui faudra pour s'en rendre compte? Pas longtemps. Les premiers avis de recouvrement du service des impôts devraient arriver d'ici environ 3 semaines. Les notifications bancaires pourraient même être un peu plus rapides. Nous sommes restés silencieux pendant un moment. Puis Marcelo a sorti une petite bouteille de whisky de sa mallette. Je gardais ça pour les célébrations. Je ne suis pas sûr que ça compte comme tel, mais nous avons définitivement besoin d'un verre. Il a versé 2 gobelets en plastique. Nous avons trinqué sans rien dire. Le whisky m'a brûlé la gorge, mais c'était une sensation agréable. Réelle. Tu sais quelle est la partie la plus triste, ai-je dit après un moment. Qu'elle croit vraiment avoir gagné. En ce moment même, elle est dans un restaurant chic, en train de célébrer sa victoire, publiant probablement sur les réseaux sociaux, à propos de sa nouvelle vie de femme d'affaires accomplie. Marcelo a pris une autre gorgée. Tu le regrettes? J'y ai réfléchi honnêtement. Non. J'ai eu la chance de la prévenir. J'aurais pu lui dire la vérité, mais elle ne m'a jamais écouté, en 18 ans de mariage. Pourquoi aurait-elle commencé maintenant? Cette nuit-là, je suis arrivé à l'appartement, que j'avais loué 2 semaines plus tôt. Ce n'était pas grand-chose. 2 chambres, une salle de bain, une petite cuisine, mais c'était à moi, propre, calme, sans le poids de Sandra, et de ses attentes interminables. Les enfants arriveraient lundi, pour rester avec moi de façon permanente. Ils avaient passé le dernier mois avec ma sœur, le temps que toute cette affaire légale soit résolue. Je me suis versé un autre whisky, et me suis assis sur le canapé d'occasion, que j'avais acheté dans un vide-grenier. Par la fenêtre, je pouvais voir la ville s'illuminer, à la tombée de la nuit. J'ai pensé à Sandra, en train de trinquer probablement, avec une bouteille de champagne à 100 €. J'ai pensé à Bernardo, croyant avoir trouvé une femme belle et intelligente, qui apportait en plus une entreprise millionnaire en guise de dot. J'ai pensé à Angelica, probablement toujours hantée par ce petit doute, qui la dérangeait dans un coin de son esprit. Le week-end est passé lentement. Le samedi, j'ai emmené les enfants au parc. Damien, 14 ans, m'a demandé si j'allais bien. Je vais bien, fils. Mieux que je ne l'ai été depuis longtemps. Ma fille de 11 ans, Jessica, a été plus directe. Maman a vraiment tout gardé? Oui, princesse. Tout. Et tu n'es pas en colère? Je l'ai regardé dans les yeux. Ces yeux qui possédaient encore l'innocence, qui croyaient encore que le monde était juste. Je ne suis pas en colère. Parfois, les gens doivent apprendre leurs propres leçons. Elle a hoché la tête, même si, probablement, elle ne comprenait pas tout à fait. Lundi matin, Hernan a appelé pour confirmer que l'accord avait été officiellement enregistré. Le transfert est maintenant légal et contraignant. Madame Sandra est l'unique propriétaire de tous les actifs spécifiés. Merci, Hernan. Monsieur Eliseo, si je puis me permettre. J'espère que vous savez ce que vous faites. Je sais. Ne vous inquiétez pas. J'ai raccroché, et composé un autre numéro. Mon comptable, un homme méticuleux nommé Adolfo, qui avait géré les finances de l'entreprise, au cours des 8 dernières années. Adolfo, c'est Eliseo. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Dis-moi. À partir d'aujourd'hui, toutes les communications officielles concernant l'entreprise doivent être adressées à la nouvelle propriétaire, Sandra Maldonado. Tout avis du service des impôts
toute lettre de banque, toute exigence légale. Elle est la seule responsable maintenant. Il y a eu une pause. Éliseo, est-ce qu'elle est au courant de... Non. Une autre pause, plus longue. Je comprends. Y a-t-il autre chose? Oui. Je veux que tu lui envoies un résumé complet de la situation financière de l'entreprise. Tous les chiffres, toutes les dettes, tout. Fais-en un document officiel sur papier en tête. Envoie-le chez elle. Es-tu sûr? Quand elle verra ces chiffres. C'est exactement pour ça. Pour qu'elle le voie noir sur blanc. Pour qu'elle ne puisse pas dire qu'elle n'a pas été informée. Tu es plus impitoyable que je ne le pensais, Éliseo. Je ne suis pas impitoyable, Adolfo. Je suis juste fatigué d'être le seul qui perd. Cet après-midi-là, Adolfo a envoyé le courriel, imprimé le document physique, et l'a envoyé par coursier à la maison, mon ancienne maison, qui était maintenant celle de Sandra. Le document faisait 23 pages de long. Il détaillait chaque dette, chaque obligation, chaque bombe à retardement, prête à exploser. La première ligne du résumé exécutif disait, total des passifs estimés, 300 000 euros. Actifs liquides disponibles, 240 000 euros. Déficit net, 406 000 euros. 4 060 000 euros dans le rouge. Voilà ce que Sandra avait gagné. J'ai imaginé son visage, quand elle lirait ce document. Si tant est qu'elle le lise, connaissant Sandra, elle le fourrait probablement dans un tiroir, sans l'ouvrir, trop occupée à célébrer, et à publier des photos de sa nouvelle vie. Mais les chiffres ne disparaissent pas, parce que vous les ignorez. Les créanciers ne vous oublient pas, parce que vous ne lisez pas leurs lettres. La réalité a une façon brutale de vous rattraper, peu importe à quelle vitesse vous courez. Le premier signe que tout commençait à s'effondrer, est arrivé très exactement 19 jours après la signature. C'était un mercredi matin. Je préparais le petit déjeuner pour les enfants, quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je ne répondais généralement pas, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Monsieur Eliseo dos Santos? C'était une voix féminine, professionnelle, froide. Oui, c'est moi. Ici Norma Jiménez, du département de recouvrement de la Banque nationale. Nous essayons de contacter Madame Sandra Maldonado, concernant un prêt commercial en souffrance, de 500 000 euros. Vous apparaissez comme garant secondaire dans nos anciens dossiers. Mais nous comprenons qu'il y a eu un transfert de propriété. Pouvez-vous confirmer les coordonnées mises à jour de Madame Maldonado? J'ai senti une vague de satisfaction parcourir mon corps. Ça y était. Bien sûr, Madame Maldonado réside au 432 avenue Los Robles. Elle est maintenant l'unique propriétaire de l'entreprise et de tous les actifs associés. Elle a assumé toutes les obligations par le biais d'un accord de divorce enregistré le 23 avril. Parfait. Avez-vous un numéro de téléphone où nous pouvons la joindre? Je lui ai donné le numéro de Sandra, le même numéro qui était dans mon téléphone depuis 18 ans. Une dernière chose, Monsieur Dos Santos, vous avez signé un document de levée de garantie. L'accord de divorce inclut une clause de prise en charge totale des passifs, par Madame Maldonado. J'ai des copies certifiées si vous en avez besoin. Envoyez-les nous, s'il vous plaît, à cette adresse email. Nous devons mettre à jour nos dossiers, avant de procéder aux actions de recouvrement. J'ai noté l'email. Je le ferai aujourd'hui. Bonne journée, Madame Jiménez. J'ai raccroché, et j'ai regardé le téléphone. 500 000 euros. Et ce n'était que l'une des 3 banques. Jessica m'a regardé depuis la table. Qui c'est, papa? Personne d'important, princesse. Mange tes œufs avant qu'ils ne refroidissent. Le même après-midi, j'ai reçu 2 autres appels. L'un de la Banque centrale pour 400 000 euros, l'autre de la Banque Pacifique pour 600 000 euros. Je leur ai donné à tous la même information. L'adresse de Sandra, son numéro de téléphone, une copie de l'accord de divorce. Chaque appel était comme soulever un poids de mes épaules, comme passer un fardeau, que je portais depuis trop longtemps. Vendredi soir, Marcelo m'a appelé en riant. Tu ne vas pas y croire. Angélica m'a appelé aujourd'hui. Que voulait-elle? Elle demandait très prudemment, si nous avions connaissance de passifs importants liés à l'entreprise, au moment de la signature. Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit la vérité.
que toutes les informations financières étaient disponibles, dans les documents comptables de l'entreprise, que nous n'avions jamais rien caché, que si sa cliente voulait un audit avant de signer, elle aurait dû en demander un. Marcelo a fait une pause. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis elle m'a interrogé spécifiquement, sur la clause de prise en charge des passifs, et je lui ai lu mot pour mot, ce que sa cliente avait signé. Quand j'ai eu fini, je l'ai entendu lâcher un souffle. Elle a juste dit, « Je comprends. Merci. » Et elle a raccroché. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Elle avait enfin compris. Oh, oui, elle avait compris, mais c'était trop tard. Le document était signé, enregistré, et il était juridiquement contraignant. Sandra avait tout assumé. Absolument tout. Le samedi, j'ai emmené les enfants au cinéma. Nous sortions du centre commercial, quand j'ai vu une Mercedes-Benz argentée, dans le parking. La Mercedes de Sandra. Mon cœur s'est emballé une seconde, mais j'ai vu qu'elle était vide. Elle devait être à l'intérieur en train de faire du shopping, dépensant de l'argent, qu'elle découvrirait bientôt ne pas avoir. Damien a suivi mon regard. C'est la voiture de maman. Oui. Tu veux qu'on s'en aille? Je l'ai regardé. Mon fils, 14 ans, comprenant déjà les complexités des rencontres gênantes à éviter. Non, fils. Je n'ai plus rien à éviter désormais. Cette voiture est un problème. Allons manger une glace. Pendant que nous mangions de la glace, dans l'aire de restauration, je les ai vus entrer. Sandra et Bernardo. Lui, portant des sacs de magasin de luxe. Elle, portant cette robe bleue qui coûtait probablement plus de 1000 €. Ils avaient l'air heureux, parfaits, comme un couple de magazine. Sandra m'a vu. Pendant une seconde, elle a semblé réfléchir, s'il fallait s'approcher ou non. Finalement, elle s'est décidée, et a marché vers notre table. Bernardo l'a suivi maladroitement. Eliseo, les enfants. Sa voix était contrôlée, polie, la voix qu'elle utilisait en public. Sandra, Bernardo. Elle a regardé Jessica et Damien. Comment allez-vous, mes amours? Vous m'avez manqué. Jessica l'a regardé sans grande émotion. On va bien, maman. Papa nous a emmenés au cinéma. C'est génial. Vous devez venir me rendre visite bientôt. La maison est magnifique avec la rénovation. Une rénovation? Bien sûr. Dépenser de l'argent pour rénover une maison, qui bientôt ne serait plus la sienne. Une rénovation, ai-je demandé avec une curiosité feinte. Oh, oui. Nous changeons toute la cuisine. Du marbre italien, des appareils allemands dernier cri. Ça va être spectaculaire. Bernardo a souri fièrement. Seulement le meilleur pour ma Sandra. J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue, pour ne pas sourire. Ça a l'air magnifique. J'espère que vous en profiterez bien. Sandra m'a regardé, avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Eliseo, je sais que tout cela a été dur pour toi, mais je veux que tu saches, que les enfants seront toujours les bienvenus à la maison. C'est important qu'ils aient un foyer stable où ils peuvent. La maison est à toi maintenant, Sandra. Fais-en ce que tu veux. Les enfants sont parfaitement bien avec moi. Son expression s'est légèrement durcie. Bien sûr. Je voulais juste que tu saches, que l'offre tient toujours. Ils ont dit au revoir, et sont partis. J'ai vu Bernardo mettre son bras autour de ses épaules, lui disant probablement quelque chose de réconfortant, sur son terrible ex-mari, qui ne pouvait même pas offrir un foyer décent à ses enfants. Damien m'a regardé. Papa, pourquoi tu ne lui as pas dit? Lui dire quoi, fils? Quoi que ce soit que tu attends qu'il arrive, parce que je sais que tu attends quelque chose. Mon fils de 14 ans, plus perspicace que je ne l'avais été à son âge. Parfois, les gens doivent apprendre leurs propres leçons, Damien. Et les leçons qu'on s'enseigne soi-même, sont celles dont on se souvient le mieux. Lundi matin, 28 jours après la signature, j'ai reçu un SMS d'Adolfo. Le premier avis officiel du service des impôts vient d'arriver. Audit fiscal pour irrégularité dans les déclarations de 2020 à 2024. Dette préliminaire estimée, de 8 millions d'euros. J'ai joint mes 3 derniers emails. Où je lui ai expliqué toute la situation. Elle ne peut plus dire qu'elle ne savait pas. J'ai répondu, parfait. Merci pour tout,
Adolfo. Que vas-tu faire maintenant? Rien. Attendre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu, mais je n'ai pas eu à attendre longtemps. Ce même après-midi à 16h17, mon téléphone a sonné. Sandra. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé. J'ai ignoré l'appel. Elle a appelé une troisième fois, une quatrième, une cinquième. Finalement, elle a laissé un message vocal. Sa voix n'était plus contrôlée. Elle n'était plus polie. Éliseo, je dois te parler. C'est urgent. Appelle-moi s'il te plaît. Je t'en prie. Je ne me souvenais pas de la dernière fois, où Sandra m'avait dit s'il te plaît. Elle a appelé 6 autres fois cette nuit-là. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Le lendemain, elle s'est présentée à mon appartement. Elle a frappé à la porte, avec des coups forts et désespérés. Les enfants étaient à l'école. J'ai ouvert. Elle avait l'air différente. Son maquillage parfait était coulé. Ses cheveux impeccables étaient en bataille. Ses mains tremblaient, alors qu'elle tenait un dossier plein de documents. Qu'est-ce que c'est que ça, Éliseo? C'est quoi tout ça, bon sang? Tu vas devoir être plus précise, Sandra. Elle a agité les papiers sous mon nez. Des dettes. Des millions de dettes. Le service des impôts. Les banques m'appellent tous les jours. Ils disent que je dois presque 5 millions d'euros. Je l'ai regardé calmement. Et tu le savais. Tu savais tout ça et tu ne me l'as pas dit. Nous t'avons envoyé un résumé complet de la situation financière de l'entreprise, le jour même du transfert. Adolfo a une trace de l'email et de la livraison physique. C'est aussi archivé dans ta boîte de réception. Sandra est restée paralysée, assimilant ce que je venais de dire. Un résumé. Je n'ai jamais vu aucun résumé. C'est dans tes emails. Date, 23 avril, 20h32. Objet, rapport financier complet, distribution Éliseo et associés. 23 pages. Une copie physique a également été envoyée à la maison. Le coursier a confirmé la livraison, le 24 avril à 10h45. J'ai vu son visage pâlir, alors qu'elle sortait son téléphone avec des mains tremblantes. Elle a commencé à chercher dans ses emails, glissant frénétiquement son doigt sur l'écran. Il lui a fallu moins d'une minute, pour le trouver. Elle a ouvert le fichier joint. J'ai regardé ses yeux faire des allers-retours, lisant les chiffres. Les millions dans le rouge, le déficit, les dettes fiscales, les prêts en souffrance, les obligations contractuelles. Tout était là, clair, détaillé, impossible à mal interpréter. Ce n'est pas réel, a-t-elle murmuré. C'est complètement réel, et maintenant, c'est complètement ton problème. Mais tu m'as piégé. Tu m'as fait croire que l'entreprise valait des millions. Je n'ai jamais dit combien valait l'entreprise, Sandra. C'était une évaluation faite par ton avocate, basée sur des chiffres de revenus bruts, sans prendre en compte les passifs. Si tu avais fait un véritable audit, comme n'importe quel acheteur sérieux l'aurait fait, tu aurais découvert tout ça. Elle s'est effondrée contre le mur du couloir. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi m'as-tu fait ça? Je ne t'ai rien fait, Sandra. Tu as exigé de tout garder. Je t'ai donné exactement ce que tu as demandé. Tout. La maison, les voitures, l'entreprise, tout juste comme tu le voulais. Le problème, c'est que tu n'as jamais pris la peine de chercher, ce qu'était exactement ce tout point. Mais tu as signé. Tu as signé les papiers en sachant que tu me ruinais. J'ai signé les papiers en sachant que tu obtenais exactement ce que tu exigeais. Et oui, je savais ce qui arrivait, mais je savais aussi que tu ne m'écouterais jamais, si j'essayais de te prévenir. À quand remonte la dernière fois, où tu as écouté quoi que ce soit que j'ai dit, Sandra? Quand? Au cours de ces 18 années, mon opinion a-t-elle compté plus, que ce que tu désirais? Elle s'est couvert le visage avec ses mains. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait pleurer. Mais quand elle les a retirés, ce que j'ai vu dans ses yeux n'était pas de la tristesse. C'était de la fureur. Angelica dit que nous pouvons annuler l'accord. Elle dit qu'il y a eu dissimulation d'informations, qu'il n'y a pas eu de consentement éclairé. Angelica est désespérée, et essaie de sauver sa réputation professionnelle, mais elle connaît la vérité. L'information était disponible. Elle a été envoyée. Le document que tu as signé,
incluez une clause spécifique de prise en charge des passifs que ton équipe a examiné et approuvé. Il n'y a aucune base légale pour annuler quoi que ce soit. Alors j'irai en justice. Je porterai plainte pour fraude. Fais-le. Dépense encore 50 000 € en frais juridiques pour combattre quelque chose que tu ne vas pas gagner. Pendant ce temps, les banques continueront d'appeler. Le service des impôts continuera d'accumuler des intérêts. Les fournisseurs continueront de poursuivre. Chaque jour qui passe, le trou se creuse un peu plus. Sandra m'a regardé, avec une haine que je n'avais jamais vue dans ses yeux auparavant. Tu es un monstre. J'ai toujours pensé que tu étais faible, mais il s'avère que tu es pire. Tu es vindicatif. Cruel. Je ne suis pas vindicatif, Sandra. Je suis juste fatigué. Fatigué d'être le seul qui perd toujours. Fatigué de tout te donner, et de recevoir du mépris en retour. Fatigué d'être invisible dans mon propre mariage. Tu voulais tout. Maintenant, tu l'as. Profite-en bien. Et les enfants? Qu'est-ce que je vais leur dire, quand nous perdrons la maison? Quand je perdrai tout? Tu leur diras la vérité? Que ta cupidité t'a aveuglé. Que tu as choisi les possessions matérielles, plutôt que ta famille. Que tu as signé des papiers, sans en lire les conséquences? Ou bien tu peux leur mentir, et leur dire que leur père est un monstre. Ils sont assez intelligents pour décider qui croire. Elle est restée là, dans le couloir, vaincue. Il ne restait plus rien de cette femme confiante, qui était entrée triomphalement dans la salle de médiation, à peine un mois auparavant. Qu'est-ce que je vais faire, Éliseo? Sa voix était faible, maintenant brisée. Tu vas faire ce que j'ai dû faire, quand tu m'as laissé sans rien émotionnellement, pendant des années. Tu vas survivre. Tu vas chercher des solutions. Tu vas apprendre que les actions ont des conséquences. Bernardo. Quand il découvrira tout ça. Bernardo est probablement déjà au courant. Les hommes comme lui ne sont pas stupides. Je parie qu'en ce moment même, son avocat examine tous les moyens possibles de se déconnecter de toi, avant que ton désastre financier n'éclabousse sur lui. L'expression sur son visage m'a confirmé que j'avais raison. Bernardo savait déjà, et Bernardo planifiait déjà sa sortie. Tu as des options, Sandra. Tu peux déclarer une faillite personnelle. Tu perdras la maison, les voitures, l'entreprise, mais tu seras libéré des dettes. Ou bien tu peux essayer de vendre ce que tu peux, payer ce que tu arrives à rassembler, et négocier le reste. Ce ne sera pas facile. Mais c'est ton problème maintenant, pas le mien. Et toi? Toi, qu'est-ce que tu gagnes avec tout ça? Je récupère ma dignité. Je récupère ma paix. Je récupère la capacité de me regarder dans le miroir, sans avoir honte. Et j'enseigne à mes enfants que personne, absolument personne, n'a le droit de vous piétiner, juste parce que vous le laissez faire. Sandra a fait demi-tour sans un mot de plus, et a quitté le bâtiment. Je l'ai regardée par la fenêtre, marcher vers la Mercedes, cette voiture qu'elle avait tant voulu, dont elle s'était tant vantée. Elle est restée assise sur le siège du conducteur pendant plusieurs minutes, avant de démarrer. Je me suis demandé à quoi elle pensait, si elle avait enfin compris, si elle ressentait ne serait-ce qu'une once de la douleur, qu'elle m'avait causée pendant des années. Cette nuit-là, Marcelo a appelé. Sandra a engagé un autre avocat. Un spécialiste des litiges complexes. Ils vont essayer de prouver qu'il y a eu intention malveillante. Combien ça va lui coûter? Facilement 10 000 €, juste pour entamer la procédure, et elle a zéro chance de gagner. Laisse-la essayer. Plus elle dépense en avocat, moins il lui en reste pour payer les vraies dettes. Marcelo a ri. Tu sais, certaines personnes diraient que ce que tu as fait est immoral, n'est-ce pas? Certaines personnes diraient que voler à quelqu'un 20 ans de sa vie, tout en l'utilisant comme un distributeur de billets, est également immoral. La différence, c'est que je n'ai enfreint aucune loi. Les jours suivants ont été une cascade de notifications. Adolfo me tenait informé de tout. La Banque nationale avait entamé des procédures de saisie. Le service des impôts avait gelé les comptes bancaires de l'entreprise. 3 fournisseurs avaient intenté des poursuites pour rupture de contrat. La valeur marchande de la maison avait considérablement chuté, car elle apparaissait maintenant avec des privilèges, dans le registre foncier public. Sandra avait essayé de vendre les voitures,
mais les deux avaient des saisies préventives, en raison des prêts impayés. Chaque nouvelle était un coup dur. Pas pour moi, pour elle, et je ne ressentais pas exactement de la joie. Je ressentais de la justice, froide, mathématique, inévitable. Une semaine plus tard, Bernardo a posté sur ses réseaux sociaux qu'il avait décidé de se concentrer sur son développement personnel, et que parfois l'amour ne suffit pas, lorsque les valeurs ne sont pas alignées. Traduction, il avait fui. Damien l'a vu, et m'a montré le téléphone. Le petit ami de maman l'a quitté. Oui, pour l'argent. Pour l'argent, ou plutôt le manque d'argent. C'est triste. Je l'ai regardé. Qu'est-ce qui est triste? Que maman ait pensé trouver quelqu'un qu'il aimait, mais qu'il ne la voulait que pour la même raison, qu'elle te voulait toi. Mon fils de 14 ans, venait de résumer toute l'ironie poétique de la situation, en une seule phrase. Jessica a demandé si elle pouvait appeler sa mère. Bien sûr, princesse, tu peux toujours l'appeler. Je l'ai entendu parler au téléphone dans sa chambre. Sa voix était douce, inquiète. Maman, tu vas bien? Tu as l'air triste. Je ne pouvais pas entendre ce que Sandra répondait, mais j'ai vu Jessica froncer les sourcils. Mais papa n'est pas méchant. Maman, papa prend soin de nous. Il nous prépare le petit déjeuner tous les jours. Il nous aide avec les devoirs. Il est là. Un autre silence. Maman, pourquoi tu ne viens pas dîner avec nous un de ces jours? Papa cuisine super bien maintenant. Quand elle a raccroché, Jessica est sortie de sa chambre, les yeux vitreux. Elle dit qu'elle ne peut pas venir, qu'elle est très occupée à régler des problèmes. Je l'ai prise dans mes bras. C'est d'accord, princesse. Laisse-lui du temps. Maman ira bien. J'aurais pu lui mentir. J'aurais pu lui dire que tout irait bien, mais mes enfants méritent la vérité. Je ne sais pas, Jessica. Ta maman a pris des décisions qui ont maintenant des conséquences, mais elle est forte. Elle trouvera un moyen d'aller de l'avant. 2 mois après la signature de l'accord, la réalité avait complètement rattrapé Sandra. Adolfo me tenait informé de chaque étape de l'effondrement. Non par morbidité, mais parce que, légalement, je devais documenter que je n'avais plus aucun lien avec l'entreprise, ni avec ses obligations. Le service des impôts avait rendu une résolution finale de 900 000 € en impôts arriérés, amendes et intérêts. Le chiffre avait augmenté par rapport à l'estimation initiale. Sandra avait essayé de faire appel, arguant qu'elle venait tout juste d'acquérir l'entreprise, et ne devrait pas être tenue responsable des irrégularités passées. Mais la clause qu'elle avait signée était absolument claire. Elle avait assumé tous les passifs présents, passés et futurs. Les 3 banques avaient poursuivi les procédures. La Banque nationale a pris la Mercedes. La Banque centrale a réclamé la BMW. La Banque Pacifique a entamé une procédure de saisie immobilière pour la maison. Cette même maison où Sandra avait investi 10 000 € en rénovation, qu'elle ne pourrait jamais apprécier. Le marbre italien, les appareils allemands, tout cela augmentait maintenant la valeur d'une propriété, qui serait bientôt vendue aux enchères judiciaires. Angelica s'était retirée de l'affaire après 2 semaines. Selon ce que m'a dit Marcelo, elle avait dit à Sandra qu'il n'y avait aucune base légale pour annuler l'accord, et que continuer signifierait seulement jeter l'argent par les fenêtres. Le nouvel avocat, un plaideur agressif nommé Hernan Busto, avait tenu 1 mois, avant d'arriver à la même conclusion. Sandra avait brûlé 150 000 € en frais juridiques, poursuivant quelque chose que tout le monde savait impossible. Les fournisseurs chinois avaient envoyé leurs représentants légaux au Mexique. Les clauses de pénalité étaient brutales. 500 000 € pour rupture de contrat, plus 200 000 € de dommages et intérêts. Sandra avait essayé de négocier, mais ils n'étaient pas intéressés par des arrangements. Ils voulaient leur argent, ou ils voulaient du sang. Ils ont intenté des poursuites simultanées, dans 3 juridictions différentes. Damien m'a demandé un soir, pendant le dîner, « Papa, quand est-ce qu'on va pouvoir voir maman ?» Cela faisait presque 1 mois, depuis la dernière fois que Sandra avait répondu à leurs appels. Je ne sais pas, fils. Quand elle sera prête. Elle est fâchée contre nous? Non, mon cœur. Elle est fâchée contre elle-même. Et quand les gens sont fâchés contre eux-mêmes, parfois ils ont besoin d'être seuls un moment. Jessica jouait avec sa nourriture. Maman va venir à mon récital de danse. Le récital était dans 3 semaines. Je lui enverrai un message pour le lui rappeler,
mais je ne peux rien te promettre, princesse. J'ai envoyé un SMS à Sandra ce soir-là, un message simple. Jessica a son récital de danse le 28 mai à 18h à l'auditorium municipal. Elle aimerait beaucoup que tu sois là. Elle n'a pas répondu. 3 jours ont passé, une semaine, rien. Finalement, 2 jours avant l'événement, j'ai reçu une réponse. Je ne peux pas, dis-lui que je suis désolé. 6 mots. C'était tout ce que ces enfants méritaient en ce moment. 6 mots froids, dans un simple SMS. Le soir du récital, Jessica a demandé 5 minutes avant d'entrer en scène, « Maman est venue ?» J'ai dû me mettre à sa hauteur, et la regarder dans les yeux. Elle n'a pas pu venir, princesse, mais je suis là, et Damien est là. Et ta tante Norma est venue, aussi. On va applaudir si fort, qu'ils l'entendront jusqu'à la lune. Elle a souri, mais j'ai vu les larmes qu'elle retenait. C'est bon, papa. Je savais déjà qu'elle ne viendrait pas. Ces mots ont brisé mon cœur, d'une manière que tout le divorce n'avait pas réussi à faire. En regardant Jessica danser sur cette scène, dans son tutu rose et ses chaussons blancs, tournoyant et sautant avec toute la grâce qu'une petite fille de 11 ans peut avoir, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Ce n'était pas de la satisfaction, face à ce qui était arrivé à Sandra. C'était de la tristesse. Une profonde tristesse pour tout ce qu'elle manquait, pour tout ce qu'elle avait sacrifié, en poursuivant des choses qui ne lui donneraient jamais le bonheur qu'elle cherchait. Après le récital, nous sommes allés célébrer, dans le glacier préféré de Jessica. Damien a commandé le plus gros synda du menu, pour fêter le fait que tu étais la meilleure danseuse de toutes, a-t-il dit à sa sœur. Ma tante Norma, qui était venue d'une autre ville juste pour être là, a tenu ma main. Tu fais du bon travail avec eux, Éliseo. Ton père serait fier. Merci, tante. Et Sandra, comment va-t-elle, vraiment? J'ai soupiré. Honnêtement, je n'en sais rien. Nous ne nous sommes pas parlé, depuis qu'elle est venue me crier dessus il y a 2 mois. La vérité, c'est que je savais. Ou du moins, je savais ce que disaient les documents légaux. Adolfo m'avait informé que Sandra avait déposé le bilan pour une faillite personnelle. C'était sa seule issue. Elle perdrait tout, mais au moins elle serait libérée des dettes. Le processus prendrait des mois, peut-être 1 an. En attendant, elle vivait avec une amie, et travaillait dans un centre d'appel pour 8 € de l'heure. C'était la rumeur que Damien avait entendue à l'école. Les enfants sont cruels. Les camarades de mes enfants avaient entendu leurs parents parler. Ta mère était riche, et maintenant elle travaille à répondre au téléphone. Damien était rentré à la maison furieux, il voulait se battre. Je lui avais expliqué que la vie prend des virages, que rien n'est permanent, que l'important n'est pas combien d'argent on a, mais qui on est en tant que personne. Un après-midi de juin, 3 mois après le divorce, on a sonné à la porte de mon appartement. C'était Sandra, mais pas la Sandra que je connaissais. Cette femme avait les cheveux tirés en une simple queue de cheval, sans maquillage, en jean et t-shirt blanc, des baskets aux pieds. Pour la première fois en 18 ans, je la voyais sans son armure de perfection. Salut, Éliseo. Sandra. Est-ce que je peux entrer? J'ai besoin de te parler. Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur le canapé d'occasion, celui que j'avais acheté au vide-grenier. Ses mains jouaient nerveusement, avec la lanière de son sac à main. Je suis venu m'excuser. Je ne m'attendais pas à ça. T'excuser? Oui. Je sais que ça ne signifie probablement rien pour toi, après tout ce qui s'est passé, mais j'ai besoin de le dire. J'ai besoin que tu saches que j'ai enfin compris. Que as-tu compris? Que tu avais raison sur tout. Je ne t'ai jamais valorisé. Je n'ai jamais vu tout ce que tu faisais, tout ce que tu donnais. Je ne voyais que ce que je pouvais obtenir, ce que je pouvais prendre. Et quand j'ai eu tout ce que j'avais toujours voulu. Quand j'ai signé ces papiers en croyant avoir gagné, j'ai découvert que je n'avais rien gagné du tout. Elle a essuyé une larme qui roulait sur sa joue. J'ai tout perdu, Éliseo. La maison, les voitures, l'entreprise, l'argent. J'ai perdu Bernardo. J'ai perdu ma réputation. J'ai perdu le respect de mes propres enfants. Et le pire, c'est que je mérite tout ça. Je mérite chaque seconde de cet enfer, parce que je te l'ai fait en premier. Juste d'une manière différente. Sandra, non. Laisse-moi finir. J'ai besoin de dire ça.
J'ai passé des années à te faire sentir que tu n'étais pas assez bien. Que peu importe à quel point tu travaillais dur, ou combien tu me donnais, ce ne serait jamais suffisant. Je t'ai traité comme si tu étais invisible. Et maintenant que c'est moi qui suis à terre, maintenant que c'est moi qui n'ai plus rien, je comprends enfin ce que ça faisait. Elle s'est couvert le visage avec ses mains. Je travaille 10 heures par jour, à répondre aux appels de gens qui crient et se plaignent. Je vis sur le canapé de l'appartement de mon ami, en mangeant des nouilles instantanées, parce que c'est tout ce que je peux me permettre. Et chaque nuit, je me couche en pensant à tout ce que j'ai détruit. Pas seulement l'argent, mais les années, la famille, la chance d'être une bonne mère pour mes enfants. Pourquoi me dis-tu tout ça? Parce que j'ai besoin que tu saches, que je ne te blâme pas. Tu aurais pu me prévenir, oui, mais tu n'aurais pas pu m'arrêter. J'étais tellement aveuglé, tellement convaincu que je méritais tout. Sans rien donner en retour. J'avais besoin de tomber. J'avais besoin de tout perdre pour enfin voir clair. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, lui ai-je finalement demandé. Survivre. Comme tu as dit. La faillite sera approuvée dans quelques mois. Je perdrai tout officiellement, mais au moins les dettes disparaîtront. Après ça, je ne sais pas. Trouver un meilleur travail, mon propre appartement. Reconstruire une sorte de relation avec Damien et Jessica. S'ils me le permettent. Tu leur manques, Sandra. Jessica pose des questions sur toi tous les jours. Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes. Je ne mérite pas de leur manquer. Peut-être pas, mais tu ne leur manques pas parce que tu le mérites. Tu leur manques parce que tu es leur mère. Ça ne change pas, peu importe à quel point tu t'es mal comporté. Sandra a hoché la tête, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. Penses-tu qu'un jour ils pourront me pardonner? Je ne sais pas, mais ils ont besoin de te voir essayer de changer. Pas avec des mots, avec des actes. Présente-toi à leurs événements, réponds à leurs appels, même si ce n'est qu'une fois par semaine. Fais-leur savoir qu'ils existent pour toi. Comme quelque chose de plus que de simples accessoires dans ta vie. Et toi, me pardonnes-tu? Je l'ai regardée. Cette femme qui avait été ma femme pendant 18 ans, la mère de mes enfants, la personne qui m'avait causé tant de douleur. J'y travaille, Sandra. Je ne vais pas te mentir, et te dire que tout va bien maintenant, mais je ne te déteste pas non plus. La haine exige une énergie, que je préfère utiliser à autre chose. Sandra a fixé ses mains pendant un moment, avant de parler à nouveau. Il y a autre chose que j'ai besoin que tu saches. Quelque chose que j'ai découvert, ces derniers mois. Qu'est-ce que c'est? Angélica m'a dit quelque chose, avant de se retirer de l'affaire. Elle m'a dit que tu avais envoyé ce rapport financier, le jour même du transfert. Que tu avais été complètement transparent. Et je ne l'ai même pas ouvert, Éliseo. L'email est resté là pendant des semaines. Et je ne l'ai jamais ouvert. J'étais trop occupé à célébrer, trop occupé à poster sur les réseaux sociaux, à propos de ma nouvelle vie de femme d'affaires accomplie. Elle a ri amèrement. Sais-tu combien de photos j'ai postées, ce week-end-là? 17 photos, pour me vanter de quelque chose qui n'était pas réel. Et les gens m'ont félicité. Ils m'ont dit que j'étais inspirante, que j'étais un exemple de femme autonome, et j'ai cru à tout ça. Sandra, je ne suis pas venu ici pour te le frotter au visage. J'ai besoin de dire ça. J'ai besoin que quelqu'un d'autre l'entende, parce que si je ne le dis pas à voix haute, je continuerai à me mentir à moi-même. J'ai détruit ma vie, pas toi, moi. J'ai signé des papiers sans les lire. J'ai assumé des obligations. Sans faire de recherche. J'ai dépensé de l'argent que je n'avais pas, pour des rénovations dont je n'avais pas besoin. Tout ça parce que je voulais prouver au monde, que j'avais gagné. Elle a soupiré profondément. Et Bernardo. Mon Dieu, Bernardo. Quand les avis de la banque ont commencé à arriver, quand le service des impôts a gelé les comptes, je lui ai tout raconté. Sais-tu ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il n'était pas tombé amoureux de moi, mais de ce que je représentais, une femme indépendante. Qui réussit avec sa propre entreprise. Quand il a découvert que c'était un mensonge, que j'étais en fait ruiné, il m'a regardé comme si j'étais un déchet. Exactement comme je te regardais, quand je pensais que tu ne me donnais pas assez. Je me suis levé,
et je suis allé dans la cuisine. J'ai préparé 2 tasses de café. Quand je suis revenu, Sandra regardait par la fenêtre. Sais-tu quelle est la partie la plus ironique, dans tout ça? Je lui ai tendu une tasse. Dis-moi. C'est que maintenant, en travaillant dans ce centre d'appel pour 8 € de l'heure, sans rien d'autre que mon nom et mes efforts, je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Ne te méprends pas. C'est horrible. C'est humiliant. C'est épuisant. Mais pour la première fois de ma vie. Ce que j'ai, c'est parce que je l'ai mérité, pas parce que je l'ai pris à quelqu'un d'autre. Elle a pris une gorgée de café. Ma patronne est une femme de 50 ans, qui travaille dans l'entreprise depuis 20 ans. Elle gagne 15 € de l'heure. Elle a 3 enfants, un mari qui l'aime, elle vit dans un petit appartement, et c'est la personne la plus heureuse que j'ai jamais rencontrée. L'autre jour, je lui ai demandé comment elle faisait, comment elle pouvait sourire tous les jours, en faisant un travail aussi dur, pour si peu d'argent. Que t'a-t-elle répondu? Elle m'a dit, ma fille, le bonheur n'est pas dans ce que tu as. Il réside dans le fait de savoir qui tu es, quand tu n'as rien. Et cette phrase m'a frappé si fort, que j'ai dû aller aux toilettes pour pleurer. Nous sommes restés assis en silence, partageant ce café. C'était surréaliste. 4 mois plus tôt, nous signions des papiers de divorce, en pleine guerre juridique. Maintenant, nous étions assis dans mon petit appartement, buvant du café, comme 2 étrangers qui apprennent à se connaître pour la première fois. Les enfants savent-ils que tu es là, ai-je demandé. Non, je ne voulais pas leur donner de faux espoirs. J'avais besoin de te parler d'abord. J'avais besoin de savoir, s'il y avait une chance que tu me laisses faire à nouveau partie de leur vie. Sandra, je ne t'ai jamais empêché de faire partie de leur vie. C'est toi qui as cessé de répondre à leurs appels, qui n'es pas allé à son récital de danse. Je sais, et je me déteste pour ça, mais j'avais tellement honte, j'étais tellement humilié. Je ne voulais pas qu'ils me voient comme ça. Je ne voulais pas qu'ils sachent que leur mère avait échoué de manière aussi spectaculaire. Ils ne te voient pas comme un échec. Ils te voient comme leur mère, et ils ont besoin de toi. Pas de ton argent, pas de tes cadeaux chers. De toi, vraiment présente. Sandra a hoché la tête, s'essuyant les yeux. Est-ce que je peux venir dîner un jour? Est-ce que je peux essayer de recommencer à zéro avec eux? Tu peux venir quand tu veux. C'est ta famille, Sandra. Ça n'a pas changé, juste parce que nous avons divorcé. Elle est restée dîner ce soir-là. Damien a failli tomber de sa chaise, quand il l'a vue. Jessica a couru la serrer dans ses bras, et n'a pas lâché prise pendant 5 minutes. Maman, tu m'as tellement manqué. Où étais-tu? J'étais perdu, mon amour, mais je retrouve mon chemin maintenant. Nous avons mangé des pâtes à la sauce tomate, pour le dîner. Rien de chic, rien de cher, juste un dîner simple, sur une petite table. Mais j'ai vu quelque chose dans les yeux de Sandra, que je n'avais jamais vu auparavant. De la gratitude. Réelle, honnête. Pas parce que la nourriture était spéciale, mais parce qu'elle était là, parce que ses enfants l'avaient accueillie avec amour, malgré tout. Après le dîner, Jessica lui a montré ses nouveaux dessins. Damien lui a parlé de son équipe de football. Sandra a écouté. Vraiment écouté, sans vérifier son téléphone, sans se laisser distraire, sans leur donner l'impression qu'ils interrompaient quelque chose de plus important. Quand elle est partie, il était déjà tard. À la porte, elle m'a dit « Merci, Éliseo, de ne pas m'avoir fermé la porte au nez, de m'avoir laissé voir les enfants. Pour tout. Ne me remercie pas, sois juste meilleur pour eux, pour toi-même. Je vais essayer. Je le promets. » Les semaines suivantes ont été différentes. Sandra a commencé à venir dîner tous les mercredis. C'était son jour de congé au centre d'appel. Elle apportait le dessert, du supermarché. Rien d'élaboré, mais le geste comptait. Les enfants ont commencé à s'ouvrir davantage à elle, à lui raconter des choses, à rire ensemble. J'ai vu Sandra se transformer, au cours de ces dîners. Elle n'était plus la femme arrogante que je connaissais. Elle était devenue quelqu'un de plus humble, de plus vrai, de plus humain. Un jour, Marcelo m'a appelé. J'ai des nouvelles. Le processus de faillite de Sandra a été approuvé. Elle est libérée de toutes ses dettes. C'est bien. Elle va pouvoir recommencer à zéro. Il y a autre chose. Les acheteurs de la maison,
lors de la vente aux enchères judiciaires. Devine qui c'était? Je n'en ai aucune idée. Damien Torres, ton ancien partenaire, celui qui t'a aidé à monter l'entreprise, il y a 15 ans. Il l'a acheté pour 200 000 €, soit moins de la moitié de sa valeur réelle. Et il m'a contacté. Il dit qu'il veut te parler d'un projet. Damien Torres. Je ne lui avais pas parlé, depuis que je m'étais retiré de l'affaire il y a 5 ans, pour me concentrer entièrement sur l'entreprise de distribution. Il avait été mon mentor à mes débuts, un homme honnête, qui m'avait tout appris sur le commerce des matériaux de construction. Quel genre de projet? Il veut créer une nouvelle entreprise, plus petite, plus ciblée. Il dit qu'il a besoin de quelqu'un avec ton expérience, et qu'il a confiance en ton intégrité. Il t'offre une participation de 30%, sans aucun investissement initial, juste avec ton travail et tes connaissances. C'était une opportunité, une véritable chance de recommencer. Pas avec le fardeau des dettes passées, pas avec le poids des mauvaises décisions. Propre, nouveau. Dis-lui que je suis intéressé. Organisons une réunion. Ce soir-là, pendant le dîner du mercredi, je l'ai annoncé à tout le monde. Sandra était là, les enfants, et j'ai partagé la nouvelle. Je pourrais avoir une nouvelle opportunité de travail, une nouvelle entreprise, quelque chose de petit mais honnête. Damien a demandé, est-ce que tu vas être riche à nouveau, papa? J'ai ri. Je ne sais pas, fils, mais il ne s'agit pas d'être riche. Il s'agit de faire quelque chose qui en vaille la peine, de construire quelque chose de la bonne manière. Sandra m'a regardé depuis l'autre bout de la table. Je suis heureuse pour toi, Éliseo. Vraiment, tu le mérites. Et pour la première fois, je pense qu'elle le pensait sincèrement, sans envie, sans ressentiment, juste avec honnêteté. Les mois suivants ont été une période de reconstruction, pour tout le monde. J'ai commencé à travailler avec Damien Torres, dans la nouvelle entreprise. C'était petit, oui, mais ça a grandi durablement, sans raccourci, sans tricherie, sans rien balayer sous le tapis. Sandra a obtenu un meilleur poste, dans le département des ressources humaines d'une entreprise de taille moyenne. Ce n'était pas prestigieux, mais ça payait décemment, et il y avait des avantages sociaux. Elle a loué un petit appartement, un endroit bien à elle, où les enfants pouvaient lui rendre visite le week-end. Un après-midi, 6 mois après ce premier dîner post-divorce, Sandra et moi étions assis sur un banc de parc, pendant que les enfants jouaient. « Sais-tu ce que j'ai appris de tout ça ?» m'a-t-elle demandé. « Quoi ? » Que tout perdre, a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Je sais que ça a l'air masochiste, mais c'est vrai. J'avais besoin de toucher le fond. J'avais besoin de me retrouver avec rien, pour comprendre ce qui était vraiment important. J'ai regardé nos enfants, jouer sur les balançoires. Damien poussant Jessica, tous les deux riant. Ils sont ce qui est important, a dit Sandra, en suivant mon regard. Oui, ils l'ont toujours été. Et j'étais tellement aveuglé, que j'ai failli les perdre. J'ai failli perdre la seule chose qui valait vraiment la peine dans ma vie, en poursuivant des choses qui, au final, ne signifiaient rien. Une année entière s'était écoulée, depuis ce jour dans la salle de médiation, où j'avais signé les papiers du divorce. 1 an depuis que j'avais donné à Sandra, très exactement ce qu'elle avait demandé. 1 an depuis que son avocate avait lu cette clause, sans vraiment comprendre ce qu'elle signifiait. Et maintenant, assis dans le bureau de la nouvelle entreprise, que Damien Torres et moi avions bâti ensemble, je pouvais voir clairement tout le chemin parcouru. L'entreprise s'appelait Matériaux du Futur. Nous avons commencé avec 3 employés, et un petit entrepôt. Maintenant, 12 mois plus tard, nous avions 15 employés, et 2 entrepôts. Les ventes mensuelles atteignaient 200 000 €. Nous n'étions pas millionnaires, mais nous étions solides, transparents, chaque facture payée à temps, chaque déclaration d'impôt correctement remplie. Damien Torres est entré dans mon bureau avec 2 tasses de café, prêt pour la réunion avec les fournisseurs. Prêt? Quand j'ai découvert ce qui s'était passé avec Sandra, j'ai pensé que tu avais été trop dur. Mais maintenant, en voyant comment tu as reconstruit ta vie, et comment elle reconstruit la sienne aussi, je pense que tu as fait exactement ce que tu devais faire. Il ne s'agissait pas d'être dur, Damien. Il s'agissait de ne plus les laisser me marcher dessus. D'enseigner à mes enfants qu'il y a des conséquences aux actions. Cet après-midi-là, je suis passé à l'appartement de Sandra pour récupérer les enfants. C'était mon week-end avec eux, mais elle avait demandé s'ils pouvaient rester quelques heures de plus,
car elle avait préparé un gâteau. Quand elle a ouvert la porte, l'odeur du chocolat remplissait le couloir. Entrez, entrez. Le gâteau est presque prêt. Son appartement était petit mais chaleureux. Des meubles simples, des rideaux qu'elle avait cousus elle-même, des photos des enfants sur les murs. Il n'y avait pas de luxe, mais il y avait de la chaleur. Damien et Jessica étaient à la table, en train de faire leurs devoirs. Papa, maman nous aide en maths, et elle en sait vraiment beaucoup. Sandra a souri timidement. J'ai suivi des cours en ligne, en administration des affaires. Je veux obtenir un vrai diplôme un jour. Pas juste me vanter de posséder une entreprise, sans savoir comment la diriger. C'est admirable, Sandra. C'est nécessaire. Si je veux aller de l'avant, je dois le faire correctement, avec des connaissances, avec de la préparation. Le gâteau était délicieux, simple, fait maison. Pendant que nous mangions, Jessica a dit, « Maman, est-ce qu'on peut faire ça toutes les semaines ?» J'adorerais, mon amour. Nous pourrons cuisiner un gâteau différent chaque semaine, et apprendre ensemble. Damien a ajouté, « Et quand papa viendra nous chercher, on lui en donnera une part à emporter. » Sandra m'a regardé. « Est-ce que ça te plairait ?» J'adorerais ça. Il y avait une paix dans cette scène, qui n'avait jamais existé dans notre maison à 450 000 euros. Là-bas, nous avions tout, sauf ce qui comptait vraiment. Ici, dans cet appartement de 2 chambres avec des meubles d'occasion, nous avions quelque chose de réel. Au moment de partir, Sandra m'a accompagné jusqu'à la porte. Les enfants étaient déjà dans la voiture. Éliseo, merci de ne pas seulement m'avoir laissé être dans la vie des enfants. Merci de m'avoir enseigné la leçon la plus importante de ma vie. Je sais que tu ne faisais que protéger ce qui restait de ta dignité, mais en faisant cela, tu m'as sauvé. Sandra, non. Écoute-moi. Si tu m'avais prévenu, et convaincu de ne pas signer ces papiers, j'aurais continué à être la même personne horrible. J'aurais continué à croire que je méritais tout, sans rien donner. Mais j'ai tout perdu. Et en perdant tout, je me suis trouvé. Elle avait les larmes aux yeux. Aujourd'hui, je gagne une fraction de ce que je dépensais pour une seule paire de chaussures, il y a 2 ans, et je suis plus heureuse. Je dors mieux. Je me regarde dans le miroir, et j'aime la personne que je vois. Je suis enfin réel. Je suis enfin honnête. Je suis heureux pour toi, Sandra. Vraiment. J'ai conduit jusqu'à la maison, avec les enfants qui chantaient sur la banquette arrière. Jessica riait. C'était un son magnifique, pur, sans complication. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, je me suis assis dans mon petit salon, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert les photos. Il y en avait une que Marcelo avait prise de moi, le jour de la signature du divorce. Mon visage montrait quelque chose, entre le soulagement et la détermination. Il y en avait une autre, datant d'1 semaine, lors de l'inauguration de notre 2e entrepôt. Je riais, sincèrement heureux. La différence était remarquable. Je me suis souvenu des mots de Sandra, lors de cette première confrontation. Tu es un monstre. Tu es vindicatif, cruel. Peut-être avait-elle raison à ce moment-là, mais il y avait aussi la justice. Il y avait un équilibre. Il y avait une leçon, qui avait besoin d'être apprise. Mon téléphone a vibré. Un message de Sandra. Merci d'être resté pour le gâteau aujourd'hui. Les enfants sont très heureux et moi aussi. J'ai répondu, bonne nuit, Sandra. Repose-toi bien. Cette nouvelle dynamique était étrange. Nous n'étions pas exactement amis. Nous n'étions pas ennemis. Nous étions 2 personnes qui avaient fait des erreurs, qui en avaient subi les conséquences, et qui essayaient maintenant d'être de meilleures versions d'elles-mêmes. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'Hernan, le médiateur. Monsieur Éliseo, je suis médiateur depuis 25 ans. J'ai vu des milliers de divorces, mais je n'avais jamais vu quelque chose comme ce que vous avez fait. Que voulez-vous dire? La semaine dernière, Sandra est venue à mon bureau. Elle m'a tout raconté. Comment elle avait tout perdu, comment elle avait reconstruit sa vie, et elle m'a dit, je pensais qu'Éliseo avait ruiné ma vie, mais en fait, il l'a sauvée, juste d'une manière que je n'aurais jamais acceptée. S'il me l'avait dit avec des mots. Hernan a continué, je vous appelle, parce que je veux vous remercier. Vous m'avez rappelé pourquoi j'ai choisi ce métier. Parfois, il s'agit de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs décisions,
pour qu'il puisse grandir. J'ai raccroché, me sentant étrangement validé. Je n'avais pas cherché à me venger. J'avais cherché la justice. Le dimanche, j'ai emmené les enfants au parc. Pendant que Jessica jouait, Damien s'est assis à côté de moi. « Papa, est-ce que je peux te demander quelque chose de sérieux ? » « Toujours, fils. »« Est-ce que tu aimes toujours maman ? » ?»« C'est compliqué, Damien. Une partie de moi l'aimera toujours, parce que c'est ta mère, mais je ne suis plus amoureux d'elle. » « Tu crois qu'elle a changé ? » ?»« Oui, je le pense. Le vrai changement prend du temps, mais elle essaie, et c'est ce qui compte. » Damien a hoché la tête. « Tu sais ce que j'aime maintenant ? C'est que quand je vais chez toi, ou chez maman, je sens que vous êtes vrai. Avant, tout semblait faux. Maintenant, c'est vrai. Ce n'est pas parfait, mais c'est vrai. Cette nuit-là, je me suis versé un whisky. J'ai trinqué seul à l'année qui s'était écoulée, aux leçons apprises, à la dignité retrouvée. Mon téléphone a vibré. Message de Sandra. Les enfants m'ont demandé aujourd'hui, si nous redeviendrions un jour une famille. Je leur ai dit que nous étions déjà une famille, juste d'une manière différente. J'ai répondu, c'est parfait. C'est la vérité, a-t-elle répliqué. Éliseo, désolé pour tout, pour chaque jour où je t'ai fait te sentir inférieur. Pour ces 18 années, à avoir été aveugle à tout ce que tu donnais. Je suis désolé, vraiment. J'ai écrit, je te pardonne, Sandra. Pas parce que ce que tu as fait est acceptable, mais parce que porter ce poids, ne me sert plus à rien. Je construis quelque chose de nouveau, et je ne peux pas le faire en portant le passé. Sa réponse a été simple. Merci. J'ai éteint le téléphone, et j'ai regardé par la fenêtre. J'ai pensé à tout ce que j'avais perdu, la maison, les voitures, l'entreprise, et j'ai réalisé que je n'avais rien perdu de ce qui comptait vraiment. Ce qui comptait, c'était ceux qui dormaient dans les chambres adjacentes. Ce qui comptait, c'était la paix que je ressentais chaque nuit. Sandra avait voulu tout, et je lui avais donné exactement cela. Tout, chaque dette, chaque obligation, chaque conséquence. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de la justice. Mais ce fut aussi une libération, pour nous deux. Elle a dû tout perdre, pour trouver ce qui comptait vraiment. Et j'ai dû tout laisser partir, pour découvrir qui j'étais. La dernière ligne de l'accord de divorce, celle qui avait fait pâlir Angelica, n'était pas un piège. C'était une vérité. La responsabilité. C'était le mot-clé. Pas seulement pour les dettes, mais pour les décisions, pour les conséquences, pour la vie elle-même. J'ai fini mon whisky, et j'ai lavé le verre. Demain serait un autre jour pour construire, pour grandir, pour être meilleur pour mes enfants, pour moi-même. Parce qu'au bout du compte, la meilleure vengeance n'est pas de détruire quelqu'un. C'est de le laisser faire face aux conséquences, pendant que vous reconstruisez votre vie, pour en faire quelque chose de meilleur, de plus fort, de plus vrai. Il voulait tout, mais il ne comprenait pas ce qui importait vraiment, avant qu'il ne soit déjà trop tard. Et parfois, trop tard, c'est exactement le bon moment pour